Il existe en ce moment même des galaxies entières qui s'éloignent de nous plus vite que la lumière elle-même. Des univers-îles contenant des centaines de milliards d'étoiles. Peut-être des civilisations qui regardent vers notre coin du cosmos avec la même fascination désespérée. Et voici la vérité que personne ne te dit. Même si nous construisions un vaisseau capable de voyager exactement à la vitesse de la lumière, même si nous partions maintenant, en cet instant précis, nous ne les atteindrons jamais, jamais. Elles s'éloignent déjà au-delà du point de non-retour. L'univers lui-même leur ferme la porte et nous condamne à observer depuis notre île cosmique qui rétrécit chaque seconde. Ce documentaire va révéler 3 mystères qui défient toute intuition humaine. Premièrement, comment des galaxies peuvent s'éloigner plus vite que la vitesse maximale autorisée par l'univers sans violer les lois de la physique? Deuxièmement, pourquoi il existe une frontière invisible qui grandit autour de nous, un horizon au-delà duquel rien ne peut jamais nous atteindre et que nous ne pourrons jamais franchir? Troisièmement, comment l'univers se prépare à nous abandonner dans une obscurité éternelle, seul avec notre amas galactique local, tandis que le reste du cosmos disparaît littéralement de l'existence observable. Tu vas découvrir quelque chose qui te quittera le sommeil ce soir. Non pas parce que c'est terrifiant dans le sens conventionnel, mais parce que cela redéfinit complètement notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas seulement petits, nous sommes prisonniers, enfermés dans une bulle qui ne cesse de rétrécir en termes de ce que nous pouvons potentiellement explorer, même avec une technologie infiniment avancée. Si te fascinent les mystères du cosmos, abonne-toi maintenant. Le voyage commence maintenant, et ce voyage parlera justement des destinations que nous ne pourrons jamais visiter. On nous a toujours raconté une histoire assez simple sur l'univers. Le Big Bang s'est produit il y a environ 13 milliards 800 millions d'années. Une explosion primordiale a créé l'espace, le temps, la matière et l'énergie. Depuis ce moment initial, l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres comme des points dessinés sur un ballon qu'on gonfle. Cette expansion signifie que plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement de nous. C'est la loi de Hubble, découverte en 1929 par Edwin Hubble lui-même. Dans cette version rassurante de la cosmologie, l'univers est vaste, certes. Il est ancien, certainement. Mais il reste fondamentalement accessible, du moins en théorie. Si nous pouvions voyager assez vite, si nous avions assez de temps, si notre technologie progressait suffisamment, nous pourrions théoriquement atteindre n'importe quelle galaxie visible dans le ciel nocturne. C'est juste une question de distance et de vitesse. Les étoiles les plus lointaines pourraient nécessiter des millions ou des milliards d'années de voyage. Mais le voyage reste possible en principe. Cette version nous permet de rêver. Elle alimente la science-fiction depuis plus d'un siècle. Des vaisseaux générationnels qui voyagent pendant des millénaires, à des civilisations qui colonisent lentement la galaxie, puis d'autres galaxies. Un futur où l'humanité, ou ses descendants, s'étendent à travers le cosmos observable. Nous imaginons des fédérations galactiques, des rencontres avec d'autres formes de vie intelligentes, l'exploration de structures cosmiques gigantesques comme les amas de galaxies ou les superamas. Les scientifiques eux-mêmes ont longtemps travaillé dans ce paradigme. Les équations permettaient l'expansion, oui, mais une expansion qui ralentirait progressivement à cause de la gravité de toute la matière contenue dans l'univers. Peut-être que l'expansion s'arrêterait un jour, peut-être même qu'elle s'inverserait, provoquant un Big Crunch, un effondrement final. Ou peut-être que l'expansion continuerait éternellement, mais en ralentissant toujours, asymptotiquement. C'est dans tous ces scénarios, les galaxies restaient théoriquement accessibles, difficiles à atteindre certainement, nécessitant des technologies que nous ne possédons pas encore, mais pas fondamentalement impossibles. Cette cosmologie confortable a dominé la pensée scientifique pendant la majeure partie du XXe siècle. Elle s'intégrait parfaitement dans notre compréhension croissante de la relativité générale d'Einstein. Les équations fonctionnaient, les observations correspondaient aux prédictions. L'univers était un lieu ordonné, régi par des lois compréhensibles, où les limites étaient pratiques plutôt que fondamentales. Même la vitesse de la lumière, cette limite cosmique absolue établie par Einstein,
ne semblait pas être un obstacle insurmontable à long terme. Après tout, elle ne nous empêchait pas de voyager vers des destinations lointaines. Elle déterminait simplement combien de temps cela prendrait. Si une galaxie se trouve à 100 millions d'années-lumière, un vaisseau voyageant à 99% de la vitesse de la lumière pourrait techniquement l'atteindre. Les passagers vieilliraient moins grâce à la dilatation temporelle relativiste, rendant même les voyages de plusieurs millions d'années théoriquement survivables du point de vue du voyageur. Les manuels scolaires présentaient l'univers comme un océan cosmique, vaste, certainement, dangereux, peut-être, mais navigable pour quiconque possédait les bons outils et suffisamment de détermination. Notre position dans l'univers était celle d'explorateurs sur une petite île, regardant un horizon lointain mais accessible. Chaque point lumineux dans le ciel nocturne représentait une destination potentielle. Un endroit où, en principe, nous pourrions un jour envoyer une sonde, un message ou même des êtres vivants. Cette vision optimiste a inspiré des générations. Elle a motivé les programmes spatiaux. Elle a alimenté des milliers d'histoires, de films, de romans. L'humanité comme espèce destinée à explorer, à s'étendre, à rencontrer l'inconnu. Notre curiosité pouvait être satisfaite, même si cela prenait des millions d'années. L'univers était notre terrain de jeu ultime, limité seulement par notre ingéniosité et notre patience. Mais il y avait un problème. Plusieurs problèmes, en fait, que les astronomes ont commencé à remarquer à la fin du XXe siècle. Les observations de supernovae de type 1 dans les années 1990 ont révélé quelque chose d'absolument inattendu. Ces explosions stellaires servent de chandelles standards, des objets dont la luminosité intrinsèque est connue, permettant de calculer leur distance avec précision. Deux équipes indépendantes, le Supernova Cosmology Project et le ISEE Supernova Search Team, étudiaient ces supernovas lointaines pour mesurer précisément le taux d'expansion de l'univers et déterminer s'il ralentissait. Ce qu'ils ont découvert a bouleversé la cosmologie. Non seulement l'expansion ne ralentissait pas, mais elle accélérait. L'univers s'étendait de plus en plus vite. Cette découverte était si surprenante, si contraire aux attentes, que les scientifiques l'ont vérifiée et revérifiée pendant des années. Mais les données étaient claires, indéniables. L'expansion cosmique s'accélère, poussée par quelque chose que nous ne comprenons toujours pas complètement. Quelque chose que nous appelons énergie sombre. Cette accélération change absolument tout. Elle transforme l'univers d'un océan navigable en une prison qui se referme. Parce que lorsque l'espace lui-même s'étend à un rythme accéléré, il crée des régions que la lumière elle-même ne peut pas franchir. Des régions qui, littéralement, s'éloignent trop vite pour que n'importe quel signal, n'importe quelle particule, n'importe quelle information puisse jamais les traverser. Pense à cela pendant un moment. Nous vivons dans un univers où des portions entières du cosmos sont en train de franchir un horizon de causalité. Un horizon au-delà duquel aucune interaction n'est possible. Pas maintenant. Pas dans 1 million d'années. Pas dans 1 milliard d'années. Jamais. Mais la réalité est encore plus sombre que cela. Ce n'est pas seulement que certaines galaxies lointaines sont inaccessibles. C'est que le nombre de galaxies inaccessibles augmente à chaque instant. Chaque seconde qui passe, des milliers de galaxies franchissent cette ligne invisible. Elles passent d'un statut de théoriquement accessible, avec une technologie suffisamment avancée, à fondamentalement et éternellement hors de portée. L'univers observable, défini comme la région avec laquelle nous pouvons interagir en principe, ne cesse de rétrécir en termes de ce qu'il contiendra dans le futur. Actuellement, nous pouvons observer des galaxies situées à environ 46 milliards d'années-lumière de distance. Or, ce nombre est plus grand que l'âge de l'univers multiplié par la vitesse de la lumière, parce que l'espace s'est étendu pendant que la lumière voyageait vers nous. Ces galaxies les plus lointaines que nous observons actuellement, nous les voyons telles qu'elles étaient il y a plus de 13 milliards d'années, peu de temps après le Big Bang. Leur lumière a voyagé pendant presque toute l'histoire de l'univers pour nous atteindre. Mais voici le détail crucial que peu de gens comprennent. Nous ne pourrons jamais atteindre la plupart de ces galaxies que nous observons. La lumière de ces galaxies nous a atteints
parce qu'elle a été émise il y a très longtemps, quand l'expansion était plus lente, quand ces galaxies étaient beaucoup plus proches de nous. Depuis ce temps, l'expansion accélérée a créé un gouffre infranchissable. Si nous envoyions un signal lumineux vers ces galaxies aujourd'hui, ce signal ne les atteindrait jamais. Il voyagerait éternellement à travers l'espace en expansion, se rapprochant asymptotiquement d'une distance maximale qu'il ne pourrait jamais franchir. Imagine que tu cours sur un tapis roulant, mais ce tapis roulant est spécial. Il s'accélère constamment dans la direction opposée à celle où tu cours. Au début, tu fais des progrès. Tu avances lentement vers ton objectif devant toi. Mais le tapis accélère. À un certain point, tu cours à ta vitesse maximale absolue juste pour maintenir ta position. Et ensuite, même à pleine vitesse, tu commences à reculer. Ton objectif s'éloigne de plus en plus vite, malgré tous tes efforts. C'est exactement ce qui se passe avec un photon de lumière voyageant vers une galaxie au-delà de l'horizon cosmologique. La version officielle de la cosmologie ne mentionnait pas vraiment ce détail pendant des décennies. Ou plutôt, elle le mentionnait comme une note de bas de page technique, quelque chose pour les spécialistes. Ce n'est que récemment que les implications ont commencé à pénétrer la conscience publique. Nous ne sommes pas dans un univers simplement vaste. Nous sommes dans un univers qui se fragmente activement, se brisant en régions causalement déconnectées qui ne pourront plus jamais interagir. Il existe un calcul précis que les cosmologistes peuvent faire. Ils peuvent déterminer exactement quelle est la distance maximale qu'un signal émis aujourd'hui pourrait parcourir avant que l'expansion ne le condamne à reculer éternellement. Cette distance s'appelle l'horizon des événements cosmologiques futurs. Elle est d'environ 16 milliards d'années-lumière dans le modèle cosmologique standard actuel. 16 milliards d'années-lumière. Cela semble énorme, et ça l'est, selon les standards humains. Mais rappelle-toi que l'univers observable s'étend sur 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Cela signifie que la vaste majorité des galaxies que nous pouvons voir actuellement sont déjà au-delà de ce point de non-retour. Nous les observons, oui. Nous recevons leur lumière ancienne. Mais nous ne pourrons jamais les influencer, jamais les atteindre, jamais établir un contact. Ces galaxies ne sont pas simplement lointaines. Elles sont perdues, parties pour toujours. Leur lumière continuera de nous atteindre pendant des milliards d'années encore. Mais ce sont des fantômes cosmiques, des échos du passé. Les galaxies elles-mêmes, telles qu'elles existent maintenant, sont complètement et irréversiblement séparées de nous. Et la frontière continue d'avancer. Chaque jour, des galaxies qui étaient encore théoriquement accessibles hier franchissent cette ligne invisible. Dans le futur lointain, même des galaxies qui nous semblent relativement proches aujourd'hui disparaîtront au-delà de l'horizon. Notre amas local de galaxies, le groupe local contenant la Voie lactée, Andromède et quelques dizaines de galaxies naines, restera gravitationnellement lié. La gravité locale peut surmonter l'expansion cosmique à petite échelle, mais tout le reste, les milliers de galaxies dans l'amas de la Vierge, les dizaines de milliers dans le superamas de l'Aniakea, les millions et milliards de galaxies dans l'univers observable, tout cela finira par s'estomper. Leurs images deviendront de plus en plus décalées vers le rouge, leur lumière étirée par l'expansion jusqu'à des longueurs d'onde de plus en plus longues. D'abord dans l'infrarouge, puis dans les micro-ondes, puis dans les ondes radio de plus en plus faibles. Finalement, leur lumière sera tellement étirée qu'elle deviendra indétectable, indiscernable du fond thermique de l'univers. Pour un observateur dans 1 trillion d'années, ces galaxies auront littéralement disparu. Elles existeront toujours, quelque part, mais leur existence sera complètement et totalement inaccessible, inobservable, non vérifiable. Voici quelque chose d'encore plus troublant. Les lois de la physique, telles que nous les comprenons, n'interdisent pas de dépasser la vitesse de la lumière par l'expansion de l'espace lui-même. La limite de vitesse cosmique, la vitesse de la lumière à environ 299 792 km par seconde, s'applique uniquement au mouvement à travers l'espace. Elle ne s'applique pas à l'expansion de l'espace lui-même. L'espace peut s'étendre à n'importe quelle vitesse. Il n'y a aucune limite. Entre 2 points suffisamment éloignés, l'accumulation de l'expansion peut créer une vitesse de séparation supérieure à celle de la lumière. Et c'est exactement ce qui se produit avec les galaxies au-delà de l'horizon cosmologique.
Elles ne se déplacent pas à travers l'espace plus vite que la lumière. Elles ne violent aucune loi de la relativité. Mais l'espace entre nous et elles s'étend si rapidement que la distance augmente plus vite que la lumière ne pourrait la parcourir. C'est comme si l'univers avait trouvé une échappatoire dans ses propres règles. Techniquement, rien ne se déplace plus vite que la lumière. Mais pratiquement, des régions entières de l'univers deviennent inaccessibles, comme si une barrière plus rapide que la lumière les entourait. Nous vivons donc dans un cosmos paradoxal. Nous pouvons voir des choses que nous ne pourrons jamais toucher. Nous pouvons observer des événements auxquels nous ne pourrons jamais répondre. Nous recevons des messages du passé lointain de régions qui sont maintenant complètement séparées de notre futur. C'est comme recevoir une lettre d'un ami qui vit maintenant dans une dimension parallèle. Tu peux lire ces mots, tu peux voir la photo qu'il a envoyée, mais tu ne peux jamais répondre, jamais le visiter, jamais vérifier si ce qu'il a écrit est toujours vrai. Cette réalité remet en question tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers et sur les possibilités de l'exploration cosmique. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette prison cosmique, il faut plonger dans les mécanismes précis de l'expansion universelle et examiner les mesures concrètes que les astronomes ont réalisées au cours des dernières décennies. Les chiffres révèlent une réalité encore plus étrange que la simple idée d'expansion. La constante de Hubble définit le taux d'expansion de l'univers. Elle exprime combien de kilomètres par seconde une galaxie s'éloigne de nous pour chaque mégaparsec de distance qui nous sépare. Un mégaparsec équivaut à environ 3 260 000 années-lumière. Selon les mesures les plus récentes effectuées par différentes méthodes, cette constante se situe quelque part entre 67 et 73 km par seconde par mégaparsec. Décomposons ce que cela signifie réellement. Une galaxie située à un mégaparsec de nous s'éloigne à environ 70 km par seconde. Ce n'est pas particulièrement rapide à l'échelle cosmique. Une galaxie à 10 mégaparsecs s'éloigne à 700 km par seconde. Toujours gérable, théoriquement. Mais une galaxie à 1000 mégaparsecs s'éloigne à 70 000 km par seconde. À 4285 mégaparsecs, une galaxie s'éloigne exactement à la vitesse de la lumière. Au-delà de cette distance, appelée le rayon de Hubble, les galaxies s'éloignent plus vite que la lumière. Le rayon de Hubble actuel est d'environ 14 milliards d'années-lumière. Cela signifie qu'en ce moment même, toute galaxie située à plus de 14 milliards d'années-lumière s'éloigne de nous plus rapidement que la lumière ne peut voyager. Et rappelle-toi, nous pouvons observer des galaxies jusqu'à 46 milliards d'années-lumière de distance. La vaste majorité des galaxies observables s'éloignent actuellement plus vite que la lumière. Comment pouvons-nous même les voir, alors ? Comment leur lumière nous atteint-elle si elles se déplacent au-delà de la limite de vitesse cosmique ? La réponse réside dans l'histoire. Ces galaxies n'ont pas toujours été au-delà du rayon de Hubble. Il y a des milliards d'années, quand elles ont émis la lumière que nous recevons maintenant, l'univers était plus petit, plus dense, et ces galaxies étaient beaucoup plus proches. La lumière a commencé son voyage quand la galaxie était encore dans une région où la vitesse de récession était inférieure à celle de la lumière. Mais pendant que cette lumière voyageait vers nous, traversant des milliards d'années-lumière d'espace, cet espace s'étendait constamment, chaque centimètre que le photon parcourait. L'espace derrière lui s'étirait, et l'espace devant lui s'étirait également. Le photon faisait des progrès, certes, mais l'expansion travaillait contre lui. Dans certains cas, pendant les premières phases du voyage, le photon perdait effectivement du terrain. Il s'éloignait de nous en termes de distance absolue malgré qu'il voyageait dans notre direction à la vitesse maximale possible. Seulement, lorsque l'expansion locale autour du photon a ralenti suffisamment, ce dernier a commencé à faire des progrès nets vers nous. Finalement, après des milliards d'années de lutte contre l'espace en expansion, le photon a franchi le rayon de Hubble et est entré dans une région où la vitesse de récession était inférieure à la vitesse de la lumière. À partir de ce moment, chaque segment d'espace qu'il traversait s'éloignait moins vite que lui, et il a progressivement gagné du terrain jusqu'à atteindre nos télescopes. À ce voyage épique d'un seul photon révèle la nature tordue de l'espace-temps en expansion.
La lumière ne voyage pas simplement en ligne droite à travers un espace statique. Elle surfe sur une vague d'espace en mouvement, luttant contre le courant, parfois perdant, parfois gagnant, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement sa destination ou soit condamnée à errer éternellement dans l'expansion. Prenons un exemple concret. La galaxie GN-Z11 détient actuellement le record de la galaxie la plus lointaine jamais observée avec confirmation spectroscopique. Elle se trouve à une distance actuelle d'environ 32 milliards d'années-lumière. Nous la voyons telle qu'elle était il y a 13 milliards 400 millions d'années, seulement 400 millions d'années après le Big Bang. À cette époque, elle se trouvait à seulement 2 milliards 600 millions d'années-lumière de notre position actuelle. Mais voici le détail stupéfiant. Si nous envoyons un signal lumineux vers GN-Z11 aujourd'hui, ce signal ne l'atteindrait jamais, jamais. La galaxie se trouve déjà au-delà de l'horizon cosmologique futur. Elle s'éloigne actuellement à environ 2,5 fois la vitesse de la lumière. Nous pouvons voir son passé lointain, mais nous sommes déjà éternellement séparés de son présent et de son futur. Imagine les implications. Si une civilisation existe dans GN-Z11 en ce moment même, regardant vers notre région du cosmos avec leur propre télescope, ils nous voient tels que nous étions il y a 13 milliards 400 millions d'années. À cette époque, notre galaxie était une collection chaotique de nuages de gaz, en train de former ses premières générations d'étoiles. Le Soleil n'existait pas encore. La Terre n'existait pas. Aucune planète dans notre système solaire n'avait même commencé à se former. Cette civilisation hypothétique observe notre passé profond, ignorant totalement que dans leur présent, nous existons comme une galaxie mature contenant des milliards d'étoiles anciennes et au moins une planète avec une vie complexe. Et nous ne pourrons jamais leur dire. Aucun signal que nous envoyons ne les atteindra jamais. Aucune information ne peut franchir le gouffre qui nous sépare. Nous sommes condamnés à observer mutuellement nos passés respectifs, comme des fantômes regardant à travers le voile du temps. La galaxie MAX 06 47-JD représente un autre cas fascinant. Découverte en 2012 grâce à l'effet de lentille gravitationnelle d'un amas de galaxies massifs, elle se trouve à une distance similaire à GN-Z11, observée telle qu'elle était 430 millions d'années après le Big Bang. Cette galaxie minuscule, peut-être seulement 600 années-lumière de diamètre, contient environ 1 milliard d'étoiles jeunes et brillantes. Nous capturons la lumière de cette galaxie dans son enfance cosmique. Mais cette galaxie aujourd'hui, 13 milliards d'années plus tard, pourrait être complètement différente. Elle a probablement fusionné avec d'autres galaxies, peut-être plusieurs fois. Elle pourrait maintenant être une galaxie spirale géante comme la Voie lactée, ou une galaxie elliptique massive. Elle pourrait contenir des billions d'étoiles, des milliards de planètes, peut-être même des civilisations avancées. Ou elle pourrait avoir été détruite dans une collision galactique catastrophique, ces étoiles dispersées dans l'espace intergalactique. Nous ne le saurons jamais. Nous ne pouvons pas le savoir. Le présent de MACS06 47-JD est fondamentalement et éternellement inaccessible à notre observation. L'information de son état actuel ne peut pas voyager assez vite pour surmonter l'expansion entre nous. La dernière information que nous recevrons jamais de cette galaxie a déjà été émise il y a des milliards d'années. Elle voyage toujours vers nous, à travers l'espace en expansion, et continuera d'arriver pendant quelques milliards d'années supplémentaires. Mais il y a eu un moment, quelque part dans l'histoire cosmique, où le dernier photon qui nous atteindra jamais a quitté cette galaxie après ce photon, et elle n'est plus rien. Silence éternel. Les astronomes ont catalogué des dizaines de milliards de galaxies à des distances similaires ou presque. Chacune représente un univers-île entier, un système contenant potentiellement des centaines de milliards d'étoiles, des billions de planètes, des quantités incalculables d'histoires cosmiques. Et presque toutes sont déjà perdues pour nous. Nous collectons leurs photons anciens comme des archéologues examinant des artefacts. Mais les civilisations vivantes qui ont créé ces artefacts sont maintenant dans un univers séparé, causalement déconnecté du nôtre. Le décalage vers le rouge fournit une mesure directe de combien l'univers s'est étendu depuis qu'une galaxie a émis sa lumière. Quand l'espace s'étend,
il étire les longueurs d'onde de la lumière qui le traverse. La lumière visible bleue devient verte, et depuis jaune, puis rouge, puis infrarouge, et ainsi de suite. Les astronomes mesurent ce décalage en utilisant la variable Z. Un décalage vers le rouge de Z égale 0 signifie aucune expansion, une source locale. Un Z de 1 signifie que l'univers a doublé de taille depuis l'émission de la lumière. Un Z de 2 signifie qu'il a triplé, et ainsi de suite. GNZ11 a un décalage vers le rouge de 11.1. Cela signifie que l'univers est maintenant 12 fois plus grand qu'il ne l'était quand cette lumière a été émise. Chaque centimètre d'espace est devenu 12 centimètres. Chaque mètre est devenu 12 mètres. L'expansion a littéralement multiplié toutes les distances par un facteur de 12. Mais voici quelque chose que peu de gens réalisent. Le décalage vers le rouge ne s'arrête pas une fois que la lumière atteint notre télescope. Il représente l'expansion totale qui s'est produite pendant le voyage de la lumière. Mais si nous pouvions observer la même galaxie continuellement, nous verrions son décalage vers le rouge augmenter avec le temps. La lumière que nous recevons maintenant a un certain décalage. La lumière que nous recevrons dans 1 million d'années aura un décalage légèrement plus grand. L'expansion continue d'étirer même la lumière déjà en route vers nous. Pour les galaxies au-delà de l'horizon cosmologique, ce processus aboutit à un effacement complet. Leur décalage vers le rouge augmente sans limite. La lumière devient de plus en plus rouge, de plus en plus froide, de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'elle devienne indétectable. La galaxie s'estompe littéralement de l'existence observable, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que l'univers a inséré tellement d'espace entre nous que même la lumière ne peut plus transmettre d'informations. Les télescopes spatiaux modernes comme Hubble et maintenant James Webb peuvent détecter des galaxies avec des décalages vers le rouge supérieurs à 10. Ce sont parmi les objets les plus lointains jamais observés. Ils apparaissent comme de minuscules taches rougeâtres dans des images qui nécessitent des heures d'exposition. Chaque photon est précieux, ayant voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour atteindre le miroir du télescope. Ces observations repoussent les limites de ce qui est technologiquement possible. Mais il existe une limite fondamentale que aucune technologie ne peut surmonter. Nous ne pouvons pas observer au-delà du moment où l'univers est devenu transparent, à environ 380 000 ans après le Big Bang. Avant ce moment, l'univers était si chaud et si dense que la matière existait comme un plasma opaque. Les photons ne pouvaient pas voyager librement. Ils étaient constamment absorbés et réémis par les électrons libres. Quand l'univers s'est suffisamment refroidi, les électrons et les protons se sont combinés pour former des atomes d'hydrogène neutre. Soudainement, l'univers est devenu transparent. Les photons pouvaient voyager librement. Cette première lumière libre constitue maintenant le fond diffus cosmologique, le rayonnement micro-ondes que nous détectons dans toutes les directions. C'est notre limite d'observation ultime pour la lumière électromagnétique. Mais théoriquement, nous pourrions observer plus loin en utilisant d'autres messagers. Les neutrinos, par exemple, interagissent par la peine avec la matière. Ils pourraient même s'apporter de l'information de l'univers très précoce, avant même la formation des atomes. Les ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps lui-même, pourraient théoriquement nous parvenir depuis le Big Bang lui-même. Ces fenêtres d'observation alternatives représentent la frontière de l'astronomie future. Pourtant, même avec ces techniques exotiques, nous faisons face aux mêmes limitations fondamentales imposées par l'expansion accélérée. Il existe des événements, des objets, des régions entières de l'espace-temps qui sont et seront toujours au-delà de tout horizon d'observation possible. Pas parce que nous manquons de technologie, mais parce que l'univers lui-même interdit la transmission de l'information. Les cosmologistes ont créé des simulations informatiques détaillées de l'évolution de l'univers. Ces simulations commencent avec les conditions initiales, juste après le Big Bang, et calculent comment la matière, l'énergie et l'espace-temps évoluent selon les équations de la relativité générale et de la physique quantique. Les résultats correspondent remarquablement bien aux observations. Les simulations reproduisent la structure à grande échelle de l'univers, la distribution des galaxies, la formation des amas et des superamas. Mais ces simulations révèlent également quelque chose de troublant. Dans le futur lointain,
des billions d'années à partir de maintenant, les simulations montrent un univers très différent du nôtre. Les galaxies de notre groupe local auront fusionné en une seule galaxie elliptique géante. Toutes les autres galaxies, tous les amas, toutes les structures à grande échelle auront disparu au-delà de l'horizon. Un astronome dans cet univers futur, observant le ciel nocturne, ne verrait qu'une seule galaxie, la sienne, flottant dans un vide apparemment infini. Le fond diffus cosmologique lui-même aura été tellement décalé vers le rouge qu'il sera indétectable. Toute preuve observationnelle du Big Bang aura disparu. Si cette civilisation future ne possède pas de registre de notre époque, elle n'aura aucun moyen de savoir que l'univers a eu un commencement. Aucun moyen de savoir que d'autres galaxies existaient autrefois. Leur cosmologie serait fondamentalement incomplète, non pas par manque d'intelligence ou de technologie, mais parce que l'univers leur cache activement son histoire. Cela soulève une question dérangeante. Qu'est-ce que l'univers nous cache actuellement ? Quelles preuves ont déjà disparu au-delà de notre horizon ? Quels événements cosmiques se sont produits dans des régions de l'espace-temps qui sont maintenant causalement déconnectées de nous ? Nous pensons comprendre l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, mais notre compréhension est nécessairement limitée à ce qui se trouve à l'intérieur de notre horizon observable. Il pourrait exister des structures cosmiques gigantesques, au-delà de ce que nous pouvons voir. Des superamas de superamas, des organisations de matière à des échelles que nous ne pouvons même pas imaginer. Ou peut-être que les propriétés de l'espace-temps lui-même varient dans différentes régions de l'univers, avec des constantes physiques différentes, rendant certaines zones radicalement différentes de notre patch local. L'inflation cosmique, la période d'expansion extrêmement rapide qui aurait eu lieu dans la première fraction de seconde après le Big Bang, suggère que l'univers total est astronomiquement plus grand que la portion observable. Si l'inflation s'est produite comme le pensent la plupart des cosmologistes, alors l'univers observable pourrait être une minuscule fraction d'un cosmos beaucoup plus vaste, peut-être infiniment vaste. Dans ce scénario, nous ne voyons qu'une bulle infinitésimale d'un univers incompréhensiblement grand. Et cette bulle rétrécit, non pas en taille absolue, mais en termes de ce qu'elle contiendra dans le futur. Nous sommes comme des explorateurs sur un continent qui s'érode lentement dans l'océan, perdant du territoire chaque année, sachant que finalement, nous serons réduits à une petite île, puis à un rocher, isolé dans une mer infinie. La science nous a donné les outils pour mesurer cette érosion cosmique avec une précision remarquable. Nous connaissons le taux d'expansion. Nous pouvons calculer quelles galaxies sont déjà perdues et lesquelles le seront dans le futur. Nous pouvons prédire avec confiance le destin à long terme de l'univers observable. Mais la science ne peut pas expliquer pourquoi. Pourquoi l'expansion accélère-t-elle ? Qu'est-ce que l'énergie sombre exactement ? Pourquoi constitue-t-elle environ 68% du contenu énergétique total de l'univers ? Nous avons donné un nom au phénomène, mais un nom n'est pas une compréhension. L'énergie sombre reste l'un des plus grands mystères de la physique moderne. Nous savons qu'elle existe parce que nous observons ses effets. L'expansion accélérée ne peut pas être expliquée autrement dans le cadre de la relativité générale. Mais nous ne savons pas ce qu'elle est fondamentalement, pourquoi elle existe, ou pourquoi elle a la densité énergétique précise qu'elle possède. Certains physiciens pensent que l'énergie sombre est la constante cosmologique qu'Einstein a introduite dans ses équations puis abandonnée. D'autres proposent qu'il s'agit d'un champ quantique dynamique appelé quintessence. D'autres encore suggèrent que nos équations de la gravité elles-mêmes sont incorrectes à très grande échelle et nécessitent une modification. Mais aucune de ces explications n'est complètement satisfaisante. Aucune ne peut prédire la valeur observée de l'énergie sombre à partir de principes fondamentaux. Nous sommes dans la position frustrante de pouvoir mesurer précisément un phénomène sans le comprendre. C'est comme observer une machine complexe en fonctionnement, être capable de chronométrer chacun de ses mouvements avec une précision parfaite, mais n'avoir aucune idée de ce qui l'a fait fonctionner ou de qui l'a construite. Et cette ignorance a des conséquences pratiques. Nous ne pouvons pas être certains que l'expansion continuera d'accélérer au même rythme. Peut-être que l'énergie sombre changera dans le futur. Peut-être qu'elle augmentera, déchirant finalement même les atomes dans un scénario apocalyptique appelé le Big Rip. Peut-être qu'elle diminuera,
permettant à la gravité de reprendre le dessus et même inversant l'expansion. Ou peut-être qu'elle restera constante, condamnant l'univers à une expansion éternelle et accélérée. Mais nous ne savons pas. Nous observons, nous mesurons, nous calculons, mais le moteur fondamental qui conduit le destin de l'univers reste enveloppé de mystères. L'univers observable contient une structure à grande échelle qui défie l'imagination. Les galaxies ne sont pas distribuées de manière aléatoire dans l'espace. Elles forment des filaments gigantesques, des murs, des amas et des superamas séparés par d'immenses vides cosmiques. Cette structure ressemble à une éponge tridimensionnelle ou à une toile d'araignée cosmique. Les astronomes ont cartographié cette structure avec une précision croissante au cours des dernières décennies, révélant une organisation qui s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière. Le Grand Mur de Sloan représente l'une des plus grandes structures connues dans l'univers. Découvert en 2003 dans les données du Sloan Digital Sky Survey, ce mur galactique s'étend sur environ 440 millions d'années-lumière de longueur. Il contient des dizaines de milliers de galaxies organisées en une feuille relativement plate. Mais le Grand Mur de Sloan se trouve à environ 1 milliard d'années-lumière de nous. Parfaitement accessible selon les standards de l'horizon cosmologique. Nous pourrions, en théorie, envoyer un signal qui l'atteindrait. Puis les astronomes ont découvert des structures encore plus grandes. Le mur d'Hercule couronne boréale, identifié en 2013, s'étend sur environ 10 milliards d'années-lumière. 10 milliards. Cette structure est si vaste qu'elle défie même les prédictions théoriques de la cosmologie standard. Selon certains modèles, des structures de cette taille ne devraient pas exister. L'univers n'a pas eu suffisamment de temps depuis le Big Bang pour que la gravité assemble autant de matière sur une telle échelle. Pourtant, elle existe. Elle se trouve à environ 10 milliards d'années-lumière de distance, ce qui signifie que nous la voyons telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. À cette distance, elle s'approche dangereusement de l'horizon cosmologique. Certaines portions de cette structure gigantesque sont probablement déjà inaccessibles. Nous observons une relique du passé, un fossile cosmique dont les parties actuelles sont divisées entre notre futur, cosmologique possible, et le royaume éternellement séparé. L'anneau GRB, une autre structure controversée identifiée grâce à la distribution de sursauts gamma, forme un anneau de galaxie d'environ 5 milliards d'années-lumière de diamètre. Si cette structure est réelle et non un artefact statistique, elle représente encore une autre anomalie dans notre compréhension de comment l'univers s'organise à grande échelle. Et comme les autres superstructures, elle se trouve à une distance où l'expansion commence à fragmenter notre connexion causale avec elle. Ces structures géantes nous rappellent que l'univers observable n'est pas homogène à toutes les échelles, seulement à des échelles suffisamment grandes. Mais voici le problème. À mesure que notre horizon accessible se contracte dans le futur, nous perdrons d'abord ces grandes structures. Elles disparaîtront de notre univers observable. Un astronome dans des billions d'années n'aura aucune preuve que de telles structures ont jamais existé. La toile cosmique elle-même s'effacera de l'observation, laissant seulement un groupe local de galaxies fusionnées dans un vide apparent. Concentrons-nous maintenant sur des objets spécifiques dont nous pouvons mesurer précisément la distance et la vitesse de récession. Le quasar Ulas J 1120 plus 0,641 se trouve à environ 12 milliards 900 millions d'années-lumière. Nous le voyons tel qu'il était 770 millions d'années après le Big Bang. Ce quasar abrite un trou noir supermassif contenant environ 2 milliards de masses solaires. Comment un trou noir si massif a-t-il pu se former si tôt dans l'histoire cosmique ? Les astrophysiciens débattent encore de cette question. Mais pour notre discussion, l'aspect crucial est que ULASJ 1120 plus 0,641 s'éloigne à environ 96% de la vitesse de la lumière en termes de vitesse de récession apparente. Il se trouve fermement au-delà de l'horizon cosmologique futur. Aucun signal que nous envoyons ne l'atteindra jamais. Le trou noir massif en son centre, qui a probablement grossi considérablement au cours des 12 milliards d'années écoulées, existe maintenant dans un univers séparé du nôtre. La galaxie EGSIC 8P7, observée telle qu'elle était 600 millions d'années après le Big Bang, montre des signes intenses de formation stellaire. Elle produit de nouvelles étoiles,
à un taux environ 80 fois supérieur à celui de la Voie lactée actuelle. Cette petite galaxie forge des étoiles dans un feu de création cosmique, transformant rapidement son gaz en génération d'étoiles massives. Nous observons ce processus dans le passé lointain, mais le processus lui-même s'est terminé depuis longtemps. EGSY 8P7, aujourd'hui est probablement une galaxie mature, peut-être même morte, sa formation stellaire éteinte après avoir épuisé son carburant. Et cette galaxie actuelle, nous ne la connaîtrons jamais. Elle existe au-delà du voile cosmologique. Chaque télescope pointé vers le ciel profond capture des dizaines, des centaines, parfois des milliers de galaxies dans un seul champ de vision. Le Hubble Ultra Deep Field, une image prise en 2004 après plus de 11 jours d'exposition, montre environ 10 000 galaxies dans une minuscule portion du ciel équivalente à la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras. Et presque toutes ces galaxies se trouvent à des distances cosmologiques. Beaucoup sont déjà inaccessibles. Le Hubble Extreme Deep Field, une version encore plus profonde créée en 2012, a révélé des galaxies encore plus lointaines et plus faibles. Certaines apparaissent comme elles étaient seulement 450 millions d'années après le Big Bang. Ces images représentent notre regard le plus profond dans l'espace et le temps. Elles capturent l'univers dans son enfance. Mais elles capturent également des objets dont la plupart sont maintenant éternellement séparés de nous. Multiplient ces milliers de galaxies par le nombre de tels champs de vision dans l'ensemble du ciel. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies selon les estimations récentes. 2000 milliards. Et la vaste majorité existe au-delà de notre portée causale future. Maintenant, considérons la dynamique interne de notre propre groupe local. Andromède, notre plus grande voisine galactique, se trouve à environ 2 500 000 années-lumière de distance. Contrairement aux galaxies lointaines qui s'éloignent avec l'expansion, Andromède se rapproche de nous à environ 110 km par seconde. La gravité mutuelle entre la Voie lactée et Andromède surpasse l'expansion cosmique à cette échelle locale. Nous sommes gravitationnellement liés. Dans environ 4 milliards 500 millions d'années, les deux galaxies entreront en collision. Ce ne sera pas une collision au sens où les étoiles se percuteront. L'espace entre les étoiles est si vaste que presque aucune collision stellaire directe ne se produira. Mais les champs gravitationnels interagiront violemment. Les bras spiraux seront déchirés. Des vagues de formation stellaire intenses balayeront les deux galaxies alors que les nuages de gaz entreront en collision et se comprimeront. Les trous noirs supermassifs au centre de chaque galaxie, le nôtre pesant environ 4 millions de masses solaires et celui d'Andromède environ 100 millions de masses solaires, danseront l'un autour de l'autre dans une spirale mortelle avant de fusionner en un seul monstre. Le résultat final sera une galaxie elliptique géante que les astronomes ont surnommée Milkomeda ou Lactomeda. Cette fusion représente le futur de notre maison galactique. Toutes les quelques dizaines de galaxies naines du groupe local seront également absorbées dans cette structure finale. C'est un processus violent, chaotique, et transformateur. Mais voici ce qui est remarquable. Pendant que cette fusion se déroulera sur des centaines de millions d'années, l'univers autour de nous continuera de s'éloigner. Pendant que nous fusionnons avec Andromède, des milliers de galaxies franchissent l'horizon cosmologique chaque jour. Notre collision locale, cet événement cataclysmique à l'échelle galactique, se produira dans un contexte d'isolement cosmique croissant. Un observateur sur une planète orbitant une étoile née pendant la fusion, peut-être 5 milliards d'années dans le futur, regardera un ciel très différent de celui que nous voyons maintenant. Il verra Milkomeda, une galaxie elliptique géante remplie d'étoiles anciennes et rougeâtres, avec peu de formations stellaires actives. Il verra peut-être quelques galaxies naines satellites qui n'ont pas encore été absorbées, mais au-delà de cela, presque rien. La masse de la Vierge, actuellement visible avec de bons télescopes, aura presque disparu au-delà de l'horizon. Les amas plus lointains auront complètement disparu. Cet observateur futur vivra dans un univers apparemment composé d'une seule galaxie, dans un vide noir. Si sa civilisation ne possède pas de registre de notre époque, elle pourrait conclure que l'univers entier se compose uniquement de sa galaxie. Une conclusion complètement fausse,
mais impossible à réfuter avec les observations disponibles. Cette réalisation devrait nous rendre humbles. Nous vivons à une époque cosmique spéciale. Une époque où l'univers révèle encore son histoire et sa structure à grande échelle. Les astronomes, dans quelques billions d'années, n'auront pas ce luxe. L'expansion nous prive progressivement de la capacité de comprendre le cosmos. Les processus de fusion galactique sont étonnamment communs dans l'univers. Les télescopes capturent régulièrement des images de galaxies en collision à diverses distances. Les antennes, une paire de galaxies en collision situées à environ 45 millions d'années-lumière, montrent des bras de marée spectaculaires s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière. La collision a déclenché d'intenses épisodes de formation stellaire, créant des milliers d'amas d'étoiles brillantes. NGC 520, le résultat d'une fusion presque terminée à 100 millions d'années-lumière, montre une structure chaotique avec des filaments de poussière déchirés et des régions de formation stellaire dispersées de manière irrégulière. Dans quelques centaines de millions d'années, elle se stabilisera en une galaxie elliptique. Ces exemples se trouvent relativement proches, mais des fusions se produisent également dans l'univers lointain. En fait, les fusions étaient beaucoup plus fréquentes dans le passé cosmique. L'univers jeune était plus petit, plus dense, et les galaxies interagissaient plus fréquemment. Les images de l'univers profond montrent de nombreuses galaxies avec des morphologies irrégulières, des signes de collision et de fusion en cours. Ces processus violents impliquent des énergies incompréhensibles. Quand deux galaxies fusionnent, elles convertissent l'énergie gravitationnelle en chaleur, en rayonnement, qu'en mouvement. Les étoiles sont lancées sur de nouvelles orbites chaotiques. Les nuages de gaz entrent en collision à des vitesses de centaines ou milliers de kilomètres par seconde, créant des ondes de choc qui compriment le gaz et déclenchant la formation stellaire. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies en fusion libèrent d'énormes quantités d'énergie. Alors qu'ils spiralent l'un vers l'autre, ils perturbent le gaz environnant, créant des disques d'accrétion lumineux. Le gaz chauffé par friction à des millions de degrés émet des rayons X intenses. Certaines fusions de trous noirs supermassifs créent des quasars, les objets les plus lumineux de l'univers, brillant avec la luminosité de billions d'étoiles. Et quand deux trous noirs supermassifs fusionnent finalement, ils émettent des ondes gravitationnelles d'une puissance stupéfiante. Ces ondulations dans l'espace-temps lui-même transportent l'énergie équivalente à des millions de masses solaires converties en pure énergie gravitationnelle en une fraction de seconde. L'événement est invisible au télescope optique, mais les détecteurs d'ondes gravitationnelles peuvent le capturer. LIGO et Virgo ont détecté de nombreuses fusions de trous noirs stellaires, des objets de quelques dizaines de masses solaires. Mais la fusion de trous noirs supermassifs, des millions ou milliards de masses solaires, produirait un signal des millions de fois plus puissant. Ces événements se produisent quelque part dans l'univers, probablement fréquemment, mais leurs ondes gravitationnelles n'ont pas encore été détectées directement. Des projets futurs, comme LISA, un détecteur spatial d'ondes gravitationnelles, devraient pouvoir les capturer. Imagine l'ironie. Quelque part au-delà de notre horizon cosmologique, deux galaxies géantes fusionnent en ce moment même. Leurs trous noirs supermassifs spiralent l'un vers l'autre, libérant des énergies qui déforent la description. Le cataclysme illumine des billions d'étoiles environnantes avec un rayonnement intense. Des planètes sont arrachées de leurs orbites. Des systèmes stellaires entiers sont détruits ou éjectés dans l'espace intergalactique. Et nous ne le saurons jamais. Aucune information de cet événement ne peut nous atteindre. Les ondes gravitationnelles, voyageant à la vitesse de la lumière, luttent contre l'expansion tout comme les photons. Elles ne peuvent pas franchir le gouffre. L'événement existe, il est réel, et il libère des énergies comparables à la production totale de billions de galaxies. Mais il pourrait tout aussi bien se produire dans un univers parallèle pour ce qui nous concerne. L'expansion cosmique ne fait pas que nous séparer des galaxies lointaines. Elle nous sépare des événements, des processus, des phénomènes qui se déroulent dans ces galaxies. Chaque supernova qui explose au-delà de l'horizon, chaque naissance d'étoiles, chaque planète formée, chaque civilisation qui pourrait émerger. Tout cela se produit dans un volume d'espace-temps causalement déconnecté de nous. Les supernovas elles-mêmes méritent une attention particulière.
Ces explosions stellaires représentent certains des événements les plus énergétiques de l'univers. Une supernova typique libère environ 10 puissance 46 joules d'énergie, à l'équivalent de 100 fois l'énergie que le Soleil émettra pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Cette énergie est libérée en quelques secondes à quelques semaines. Les supernovae de type 1, utilisées comme chandelles standard pour mesurer les distances cosmologiques, se produisent quand une naine blanche dans un système binaire accumule suffisamment de matière de son étoile compagne pour dépasser la limite de Chandrasekhar, d'environ 1,4 masses solaires. À ce point, la pression de dégénérescence électronique ne peut plus soutenir l'étoile contre sa propre gravité. Elle s'effondre, puis explose dans une réaction de fusion nucléaire thermonucléaire qui désintègre complètement l'étoile. Ces explosions atteignent toutes approximativement la même luminosité maximale, ce qui les rend utiles pour mesurer les distances. Mais elles sont aussi des événements d'une violence inimaginable. Pendant quelques semaines, une seule supernova de type 1 a pu briller aussi intensément qu'une galaxie entière. Elle éjecte ses couches extérieures à des vitesses de 10 à 20 fois 1000 km par seconde. Elle synthétise des éléments lourds comme le fer, le nickel, le silicium et les disperse dans l'espace interstellaire. Les supernovas de type 2, résultant de l'effondrement du cœur d'étoiles massives, sont encore plus énergétiques. Quand une étoile de plus de 8 masses solaires épuise son carburant nucléaire, son cœur s'effondre en une fraction de seconde. Le cœur, composé de fer qui ne peut plus fusionner, devient soudainement instable. Il s'effondre de la taille de la Terre à environ 20 km de diamètre en moins d'une seconde. Cet effondrement est si rapide, si violent, qu'il crée une onde de choc rebondissant vers l'extérieur. Cette onde de choc détruit l'étoile entière, éjectant les couches extérieures dans l'espace à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Le cœur effondré devient une étoile à neutrons ou un trou noir. La majeure partie de l'énergie de l'explosion, environ 99%, est emportée par les neutrinos, des particules fantômes qui interagissent à peine avec la matière. Ces explosions enrichissent l'univers en éléments lourds. Presque tout l'oxygène que tu respires, le carbone dans ton corps, le fer dans ton sang, ont été forgés dans le cœur d'étoiles massives et dispersés par des supernovas. Nous sommes littéralement composés de poussière d'étoiles, les restes d'explosions cataclysmiques qui se sont produites il y a des milliards d'années. Mais combien de supernovas explosent au-delà de notre horizon, dans des galaxies que nous ne pourrons jamais atteindre? Combien d'étoiles meurent dans une gloire thermonucléaire, créant et dispersant des éléments, mais le font dans un volume d'espace éternellement séparé d'une autre? Le taux de supernova dans l'univers observable est d'environ 1 par seconde. 1 par seconde, quelque part, une étoile explose. Mais l'univers total, au-delà de ce que nous pouvons observer, est probablement beaucoup plus grand. Si l'inflation cosmique s'est produite, l'univers total pourrait être infiniment grand. Dans un univers infini, un nombre infini de supernovas explosent à chaque instant. Un nombre infini d'étoiles naissent. Un nombre infini de planètes se forment. Un nombre infini de tout ce qui est physiquement possible se produit quelque part. Et nous sommes coincés dans notre petite bulle causale, capable d'interagir seulement avec une fraction infinitésimale de cette infinité. L'expansion nous a enfermés dans une cellule dont les murs se rapprochent lentement, réduisant progressivement ce avec quoi nous pouvons interagir, ce que nous pouvons connaître, ce que nous pouvons influencer. Cette prise de conscience transforme notre compréhension de la violence cosmique. Ce n'est pas seulement que des événements destructeurs se produisent dans l'univers, c'est que la plupart de cette destruction se produit dans des régions qui sont maintenant ou seront bientôt éternellement inaccessibles. L'univers se détruit et se reconstruit continuellement à des échelles que nous commençons seulement à comprendre. Mais la majorité de ce processus se déroule au-delà du rideau de l'expansion accélérée. Les implications commencent à révéler quelque chose de profondément troublant sur la nature de la réalité et notre place en son sein. Le 27 octobre 2015, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO ont capté pour la première fois dans l'histoire humaine les ondulations de l'espace-temps produites par la fusion de deux trous noirs. L'événement, catalogué,
GW 15094, s'est produit il y a environ 1,3 milliard d'années. Que deux trous noirs de 29 et 36 masses solaires ont spiralé l'un vers l'autre pendant des millions d'années avant de fusionner en 0,02 de seconde dans une explosion gravitationnelle qui a converti 3 masses solaires entières en pure énergie d'onde gravitationnelle. 3 masses solaires. L'équivalent de 600 000 fois la masse de la Terre, transformée en énergie selon la formule d'Einstein-E égale mc au carré. Pendant cette fraction de seconde, la fusion a émis plus de puissance que toutes les étoiles de l'univers observable combinées. Pas plus de lumière, mais plus de puissance gravitationnelle. L'espace-temps lui-même a tremblé avec une violence qui défie toute comparaison humaine. Et cet événement s'est produit relativement proche, à notre porte cosmique. Ces diffusions similaires se produisent constamment à des distances bien plus grandes, au-delà de ce que nos détecteurs actuels peuvent capter. Certaines se produisent au-delà de l'horizon cosmologique, dans des régions où même leurs ondes gravitationnelles ne peuvent jamais nous atteindre. Des déchirures dans le tissu de l'espace-temps lui-même, invisibles et inconnaissables, perdus dans l'expansion. Les sursauts gamma représentent les explosions les plus violentes de l'univers depuis le Big Bang lui-même. Ces jets de rayonnement concentrés libèrent en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil en émettra pendant toute son existence. GRB 080916C, détecté le 16 septembre 2008 par le télescope spatial Fermi, a battu tous les records. Situé à 12 milliards 400 millions d'années-lumière, ce sursaut gamma a libéré l'équivalent énergétique de 5000 masses solaires convertis en énergie pure. L'explosion a résulté de l'effondrement d'une étoile massive en trou noir, créant une hypernova. Le trou noir nouvellement formé a avalé de la matière à un rythme effréné, créant un disque d'accrétion tournant à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Les champs magnétiques intenses ont canalisé une portion de cette énergie en 2 jets opposés de rayonnement gamma, lancés le long de l'axe de rotation à 99,9% de la vitesse de la lumière. Ces jets traversent et percent les couches extérieures de l'étoile mourante, créant un faisceau mortel de photons gamma. Si un tel jet était pointé directement vers la Terre depuis une distance de quelques milliers d'années-lumière, il pourrait causer une extinction massive. Le rayonnement gamma détruirait la couche d'ozone en quelques secondes, exposant la surface à un rayonnement ultraviolet solaire mortel. Les cascades de particules secondaires dans l'atmosphère créeraient du dioxyde d'azote, obscurcissant le ciel et déclenchant un hiver global. Heureusement, GRB 080916C était très lointain et son jet ne pointait pas exactement vers nous. Mais son intensité même à cette distance était stupéfiante. Pendant quelques minutes, il était visible à l'œil nu malgré sa distance de 12 milliards d'années-lumière. Si cet événement s'était produit dans notre galaxie à 1000 années-lumière, il aurait brillé aussi intensément que le soleil de midi pendant plusieurs secondes. GRB 090423, détecté le 23 avril 2009, et détient le record du sursaut gamma le plus lointain jamais observé, avec confirmation spectroscopique. Il s'est produit 13 milliards d'années dans le passé, seulement 630 millions d'années après le Big Bang. Cet événement nous montre que même dans l'univers très jeune, des étoiles massives se formaient, vivaient rapidement et mouraient dans des explosions cataclysmiques. Cette étoile a peut-être été l'une des premières générations, une étoile de population 3 composée uniquement d'hydrogène et d'hélium primordiaux, sans éléments lourds. Ces premières étoiles étaient probablement gigantesques, peut-être 100 ou même 1000 masses solaires. Elles brûlaient avec une intensité féroce, épuisant leur carburant en seulement quelques millions d'années avant d'exploser. Elles ou leur mort a enrichi l'univers jeune avec les premiers éléments lourds, rendant possible la formation d'étoiles de générations suivantes et éventuellement de planètes rocheuses. Mais GRB 090423 se trouve maintenant à environ 30 milliards d'années-lumière de distance actuelle, bien au-delà de notre horizon cosmologique futur. La galaxie qui l'a hébergée, la région de l'espace où cet événement s'est produit, existe maintenant dans un univers causalement séparé du nôtre.
Nous avons capturé le dernier cri d'une étoile mourante depuis un royaume que nous ne pourrons jamais visiter. Les quasars, comme mentionné brièvement auparavant, représentent une forme différente de violence cosmique. Ce sont des trous noirs supermassifs, en train de se nourrir voracement. Le matériau tombant dans le trou noir forme un disque d'accrétion où la friction gravitationnelle chauffe le gaz à des millions de degrés. Ce gaz émet un rayonnement intense sur tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons X. Le quasar 3, C273, le premier jamais identifié en 1963, se trouve à 2,4 milliards d'années-lumière. Il brille avec la luminosité d'environ 4 billions de soleils. Cette luminosité provient d'une région plus petite que notre système solaire. Le trou noir central contient environ 880 millions de masses solaires et consomme l'équivalent de 10 masses terrestres de matière chaque jour. Chaque jour. L'équivalent de 10 planètes comme la Terre, vaporisées, déchirées à l'échelle atomique, chauffées à des millions de degrés et converties en rayonnement pur. Et cela continue depuis des millions d'années. La quantité de destruction impliquée dépasse toute échelle humaine de compréhension. ULAS J 1342 plus 0928, découvert en 2017, détient le record du quasar le plus lointain connu. Il se trouve à environ 29 milliards 600 millions d'années-lumière de distance actuelle, observé tel qu'il était 690 millions d'années après le Big Bang. Son trou noir central contient environ 800 millions de masses solaires. Comment un trou noir si massif a-t-il pu se former si rapidement après le Big Bang? Les astrophysiciens n'ont toujours pas de réponse définitive. Ce quasar consume son environnement avec une férocité inimaginable. Les étoiles s'approchant trop près sont déchirées par les forces de marée avant même d'atteindre l'horizon des événements. Les nuages de gaz sont ionisés et accélérés à des vitesses relativistes. Le rayonnement intense stérilise probablement toute région dans un rayon de plusieurs milliers d'années-lumière. Aucune planète dans cette zone ne pourrait héberger la vie telle que nous la connaissons. Et tout cela se déroule dans une région maintenant complètement inaccessible. Les blazars représentent un type encore plus extrême de quasars. Ce sont des quasars dont les jets relativistes pointent directement vers nous. Le jet, composé de particules accélérées à 99,9% de la vitesse de la lumière, ou plus, émet un rayonnement Doppler amplifié d'une intensité extraordinaire. Le blazar Markarian 501, situé à 456 millions d'années-lumière, émet des rayons gamma avec des énergies dépassant 1 trillion d'électronvolts. Ces photons individuels portent plus d'énergie que les particules produites par les plus grands accélérateurs terrestres. P, K, S 2126-158. Un blazar lointain a été détecté émettant des photons gamma pendant des éruptions qui varient en intensité sur des échelles de temps de quelques heures. Cette variabilité rapide indique que la région émettrice doit être extraordinairement compacte, peut-être seulement quelquefois la taille de notre système solaire. Pourtant, cette région minuscule émet plus d'énergie que des billions d'étoiles. Les magnétars ajoutent une autre dimension de violence cosmique. Ce sont des étoiles à neutrons avec des champs magnétiques 1 million de milliards de fois plus intenses que celui de la Terre. Le champ magnétique est si intense qu'il déforme la structure cristalline de la croûte de l'étoile à neutrons. Quand cette croûte se fracture lors d'un tremblement stellaire, le réajustement du champ magnétique libère une éruption de rayons X et gamma. Le 27 décembre 2004, le magnétar SGR 1806-20 a produit l'éruption de rayons gamma la plus intense jamais détectée. Située à 50 000 années-lumière de l'autre côté de notre galaxie, l'éruption a duré 1/10 de seconde, mais a libéré plus d'énergie que le Soleil n'en émettra en 150 000 ans. Le flash de rayonnement a ionisé l'ionosphère terrestre du côté nocturne de la planète, perturbant les communications radio. Si cet événement s'était produit à seulement 10 années-lumière de la Terre, il aurait probablement causé une extinction massive. Le rayonnement gamma aurait détruit la couche d'ozone instantanément et aurait irradié la surface avec une dose létale. Heureusement, SG
R 1806-20 est très éloigné et aucun magnétar connu ne se trouve dangereusement proche de nous. Mais dans l'univers lointain, des éruptions de magnétars se produisent constamment. Certaines probablement beaucoup plus intenses que celles de SGR 1806-20. Et au-delà de l'horizon cosmologique, ces événements se produisent dans un silence éternel, leur rayonnement condamné à ne jamais traverser le gouffre en expansion. Les collisions d'étoiles à neutrons créent ce qu'on appelle des kilonovae. Ces événements ont été théorisés pendant des décennies, mais n'ont été confirmés observationnellement qu'en 2017. Le 17 août de cette année, LIGO et Virgo ont détecté les ondes gravitationnelles de deux étoiles à neutrons en fusion. Événement catalogué GW170817. Pour la première fois, les astronomes ont pu suivre cet événement avec des télescopes électromagnétiques. La collision s'est produite dans la galaxie N, GC 4993, à 130 millions d'années-lumière. Les deux étoiles à neutrons, chacune contenant environ 1,4 masses solaires comprimées dans une sphère de 20 km de diamètre, ont spiralé l'une vers l'autre pendant des millions d'années, perdant de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles. Dans les dernières minutes, leur vitesse orbitale a atteint une fraction significative de la vitesse de la lumière. Puis, elles sont entrées en collision. L'impact a créé une boule de feu de matière nucléaire surchauffée. Une partie s'est effondrée pour former un trou noir. Une partie a été éjectée à des vitesses relativistes dans l'espace environnant. Cette matière éjectée, riche en neutrons, a subi un processus appelé nucléosynthèse par capture rapide de neutrons. En quelques secondes, les noyaux atomiques ont capturé des neutrons de manière répétée, construisant des éléments lourds comme l'or, le platine, l'uranium. Les calculs suggèrent que cette seule collision a produit plusieurs masses terrestres d'or pur. Plusieurs masses terrestres. Tout l'or jamais extrait par l'humanité totalise environ 200 000 tonnes, une fraction infime d'une masse terrestre. Cette collision a créé des milliers de fois plus en quelques secondes. Presque tout l'or et le platine sur Terre proviennent probablement de collisions similaires qui se sont produites avant la formation de notre système solaire. La kilonova a brillé pendant plusieurs semaines, d'abord en lumière bleue puis blanche, puis en rouge à mesure que la matière éjectée se refroidissait et se dispersait. Les télescopes du monde entier l'ont observé dans toutes les longueurs d'onde, des ondes radio aux rayons gamma. C'était l'événement astronomique le plus étudié de l'histoire. Mais GW170817 était relativement proche. Des collisions d'étoiles à neutrons se produisent dans tout l'univers, probablement à un taux de dizaines ou centaines par an dans le volume observable. La plupart sont trop lointaines pour que nos détecteurs actuels d'ondes gravitationnelles les captent. Et encore une fois, innombrables se produisent au-delà de l'horizon, leurs ondes gravitationnelles luttant éternellement contre l'expansion sans jamais nous atteindre. Les événements de disruption par marée offrent un autre spectacle de destruction cosmique. Quand une étoile passe trop près d'un trou noir supermassif, les forces de marée la déchirent. Le côté de l'étoile face au trou noir subit une attraction gravitationnelle beaucoup plus forte que le côté opposé. Si la différence dépasse la force de cohésion de l'étoile, elle se désintègre en un flux de gaz. Ce gaz forme un disque d'accrétion autour du trou noir, chauffant à des millions de degrés et émettant un flash brillant de rayons X et ultraviolets. ASAS-SN-15LH, qui est initialement classée comme la supernova la plus brillante jamais observée, pourrait en réalité avoir été un événement de disruption par marée extrêmement lumineux. Détecté en juin 2015, il a brillé avec une luminosité de 500 billions de soleils pendant plusieurs mois. Une étoile entière, peut-être similaire à notre Soleil, peut-être avec ses propres planètes, déchirées à l'échelle atomique. Si cette étoile hébergeait un système planétaire, ces planètes ont probablement été éjectées lors de la disruption, lancées dans l'espace intergalactique comme des projectiles cosmiques, ou peut-être ont-elles été consommées avec l'étoile, vaporisées dans le processus d'accrétion. ASASSN-15LH se trouve à environ 3,8 milliards d'années-lumière. Accessible selon les standards cosmologiques
Oh, mais imagine combien d'événements similaires se produisent dans des galaxies au-delà de notre portée. Chaque grande galaxie contient un trou noir supermassif. Des étoiles orbitent dans ces trous noirs par milliards. Statistiquement, des disruptions se produisent constamment quelque part. Les trous noirs errants représentent une menace différente. Quand des galaxies fusionnent et leurs trous noirs supermassifs centraux finissent par fusionner, le processus peut parfois être asymétrique. Si l'émission d'ondes gravitationnelles favorise une direction particulière, le trou noir fusionné reçoit un coup de recul, une vitesse initiale dans la direction opposée. Ce coup peut être suffisant pour éjecter le trou noir de sa galaxie hôte entièrement. Des simulations suggèrent que des trous noirs supermassifs, voyageant à des milliers de kilomètres par seconde à travers l'espace intergalactique, pourraient exister. Ces vagabonds cosmiques errent dans l'obscurité, invisibles sauf quand ils rencontrent et consomment de la matière. Si un tel trou noir traversait une galaxie, il pourrait perturber gravitationnellement des milliers de systèmes stellaires. Les planètes pourraient être arrachées de leurs orbites. Les étoiles pourraient s'être capturées ou éjectées. Un passage suffisamment proche du centre galactique pourrait même perturber le trou noir central, déclenchant une période d'activité quasar intense. L'univers est rempli de ces processus destructifs. À chaque échelle, de l'atomique au cosmologique, la violence domine. Les étoiles explosent, les trous noirs dévorent. Les galaxies entrent en collision. Les jets relativistes percent l'espace. Le rayonnement mortel balaye des régions entières, stérilisant tout sur son passage. Et la majorité de cette violence se produit dans des volumes d'espace que nous ne verrons jamais, ne comprendrons jamais complètement. L'expansion nous coupe de la plupart de l'univers violent. Nous capturons des aperçus, des exemples locaux, des échos lointains du passé. Mais l'ampleur totale de la destruction cosmique nous est cachée derrière l'horizon en expansion. Considère également que les processus destructifs eux-mêmes deviennent invisibles à mesure que les galaxies s'éloignent. Une supernova dans une galaxie à 20 milliards d'années-lumière pourrait être complètement indétectable, son signal trop faible et trop décalé vers le rouge pour nos instruments. Un sursaut gamma pointant dans notre direction depuis au-delà de l'horizon ne nous atteindra jamais, peu importe son intensité. L'univers se détruit constamment et nous sommes aveugles à la plupart de cette destruction. Non pas par limitation technologique, mais par limitation physique fondamentale. L'expansion ne cache pas seulement des galaxies, elle cache des événements, des processus, des phénomènes entiers qui définissent comment l'univers fonctionne. Des civilisations hypothétiques au-delà de notre horizon pourraient avoir développé des technologies que nous ne pouvons pas imaginer. Elles pourraient avoir des méthodes de production d'énergie utilisant des processus que nous considérons impossibles. Elles pourraient avoir découvert des lois physiques que nous ignorons totalement. Ou elles pourraient avoir été détruites par l'un des nombreux cataclysmes cosmiques qui menacent toute vie dans l'univers. Nous ne le saurons jamais. Le rideau de l'expansion est tombé. Ces régions sont parties, emportant avec elles leurs secrets, leur histoire, leurs leçons. L'univers est une bibliothèque en feu, où la plupart des livres brûlent dans des salles auxquelles nous n'avons pas accès, même en principe. Mais peut-être que l'aspect le plus troublant n'est pas la violence elle-même, ni même qu'elle soit cachée. C'est ce que tout cela signifie pour notre compréhension de notre place dans le cosmos. Si nous ne pouvons pas voir la majorité de l'univers, si nous sommes coupés de la plupart des événements et des processus, comment pouvons-nous prétendre comprendre la nature fondamentale de la réalité ? Nous sommes peut-être la seule civilisation intelligente dans l'univers observable qui aura jamais la chance de comprendre l'histoire cosmique complète. Pense à cette possibilité pendant un instant. Dans des billions d'années, quand l'expansion aura effacé toutes les preuves du Big Bang, quand les galaxies lointaines auront disparu au-delà de tout horizon détectable, les civilisations qui émergeront alors seront confrontées à un cosmos apparemment statique et éternel. Elles n'auront aucun moyen de découvrir que l'univers a eu un commencement, aucun moyen de savoir que des milliards de galaxies existaient autrefois dans leur ciel. Nous vivons dans une fenêtre cosmique extraordinairement brève où l'univers révèle encore ses secrets. Le fond diffus cosmologique est encore détectable. Les galaxies lointaines sont encore visibles, et même si beaucoup sont déjà inaccessibles. Nous pouvons reconstruire l'histoire depuis le Big Bang jusqu'à maintenant avec une précision remarquable.
mais cette fenêtre se ferme. Pas dans notre génération, ni dans 1000 générations, mais inexorablement. Dans 100 billions d'années, un observateur regardant le ciel nocturne depuis une planète orbitant une étoile dans ce qui reste du groupe local, fusionné, ne verra qu'une seule galaxie elliptique géante dans un vide noir parfait. Les étoiles de cette galaxie seront anciennes, principalement des naines rouges de faible masse et des restes stellaires. La formation d'étoiles aura largement cessé, le gaz ayant été soit consommé, soit éjecté. Le ciel sera sombre, peuplé seulement de points de lumière rougeâtre dispersés. Cet observateur, s'il possède une civilisation technologique, pourrait développer la physique, les mathématiques, même une forme de cosmologie, mais sa cosmologie sera fondamentalement incomplète. Il pourrait théoriser sur l'origine de sa galaxie, peut-être même deviner qu'elle a résulté d'une fusion. Mais il n'aura aucune preuve directe d'un univers au-delà. Aucune preuve d'expansion, aucune preuve d'un Big Bang. Son univers observable sera littéralement composé d'une seule galaxie. Si cet observateur futur propose que l'univers est plus grand, qu'il contient d'autres galaxies au-delà de l'observable, il sera dans la même position que les philosophes anciens spéculant sur l'existence d'autres mondes. Ce sera une hypothèse métaphysique, peut-être élégante, peut-être même correcte, mais non testable. La science exige des preuves observables. Sans accès à ces preuves, car certaines vérités deviennent indiscernables de la fiction. Cette réalisation devrait nous terrifier et nous émerveiller simultanément. Elle signifie que la connaissance elle-même a une nature temporelle. Il existe des vérités sur l'univers qui ne sont accessibles que pendant certaines époques cosmiques. Nous avons la chance extraordinaire de vivre pendant une époque où l'histoire de l'univers est encore lisible dans le ciel nocturne. Nos descendants lointains ne partageront pas cette chance. Mais peut-être vivons-nous déjà après la fermeture de certaines fenêtres de connaissance. Peut-être que l'univers très précoce contenait des phénomènes, des structures, des processus qui ne laissent aucune trace observable aujourd'hui. L'inflation cosmique elle-même, si elle s'est produite, elle a effacé presque toute information sur les conditions pré-inflationnaires. Nous pouvons théoriser sur ce qui existait avant l'inflation, mais ces théories sont extraordinairement difficiles à tester. Les modèles de multivers proposent donc que notre univers observable n'est qu'une bulle dans un métavers éternellement inflationniste. D'autres bulles, d'autres univers avec des lois physiques potentiellement différentes, existent au-delà de tout horizon accessible. Si ces modèles sont corrects, alors la majorité de la réalité physique est fondamentalement au-delà de notre portée observationnelle. Non pas temporairement, mais éternellement. Pas à cause de limitations technologiques, mais à cause de la structure causale de l'espace-temps lui-même. Cela transforme des questions scientifiques en questions philosophiques. Qu'est-ce qui constitue une réalité scientifiquement significative si elle ne peut jamais être observée ? Comment devrions-nous penser à des régions de l'espace-temps causalement déconnectées de nous ? Existe-t-elle dans un sens significatif si aucune information ne peut jamais être échangée ? Ces questions touchent au cœur de l'épistémologie scientifique. La science repose sur l'observation, l'expérimentation, la vérification. Mais l'univers lui-même semble contenir des régions qui violent ces principes. Elles existent, elles sont gouvernées par les lois physiques, mais elles sont observationnellement et expérimentalement inaccessibles pour toujours. Maintenant, considère les implications pour la vie extraterrestre. Le paradoxe de Fermi demande « Si l'univers est si vaste et si ancien, où sont toutes les civilisations extraterrestres ? Pourquoi n'avons-nous détecté aucun signal, aucune preuve de leur existence ? De nombreuses solutions ont été proposées. Peut-être que la vie intelligente est extrêmement rare. Peut-être que les civilisations se détruisent invariablement avant d'atteindre la capacité de communication interstellaire. Peut-être qu'elles existent, mais restent silencieuses intentionnellement. Mais l'expansion accélérée ajoute une dimension supplémentaire au paradoxe. Même si des milliers de civilisations existent dans l'univers, la vaste majorité pourrait être au-delà de notre horizon cosmologique. Nous ne pourrions jamais détecter leurs signaux. Elles ne pourraient jamais détecter les nôtres. L'univers pourrait être grouillant de vie intelligente, mais cette vie est fragmentée en îles causales qui ne peuvent jamais communiquer. Imagine une civilisation qui a émergé il y a plusieurs milliards d'années dans une galaxie maintenant située à 30 milliards
d'années-lumière. Cette civilisation pourrait avoir développé une technologie au-delà de nos rêves les plus fous. Elle pourrait avoir colonisé son amas galactique local. Elle pourrait avoir construit des mégastructures, des sphères de Dyson entourant des milliards d'étoiles. Elle pourrait diffuser des signaux radio puissants dans toutes les directions, annonçant fièrement son existence. Et nous ne détecterons jamais rien. Aucun de leurs signaux ne nous atteindra jamais. L'expansion a coupé toute connexion potentielle avant même que notre système solaire ne se forme. Du point de vue de cette civilisation, si elle observe notre région du cosmos, elle nous voit dans un passé si lointain que notre galaxie n'avait pas encore formé le Soleil. Elle pourrait conclure, à tort, que notre région ne contient aucune vie intelligente. Nous pourrions être entourés de voisins cosmiques, séparés non par l'espace physique, mais par l'expansion de l'espace-temps. Des intelligences qui posent les mêmes questions que nous, qui regardent le ciel nocturne avec le même émerveillement et la même solitude. Et nous sommes tous condamnés à ne jamais nous connaître mutuellement. Cette solitude cosmique structurelle pourrait être la véritable solution au paradoxe de Fermi. Ce n'est pas que nous sommes seuls, c'est que l'univers nous a isolés. La vitesse finie de la lumière combinée à l'expansion accélérée crée des horizons infranchissables. Les civilisations existent dans des poches causales, à des îles d'information dans un océan d'espace-temps en expansion. Et notre île rétrécit. Actuellement, nous pourrions théoriquement communiquer avec des civilisations dans des galaxies jusqu'à environ 16 milliards d'années-lumière de distance. C'est notre horizon de communication. La distance maximale où un signal envoyé aujourd'hui pourrait éventuellement arriver. Mais ce horizon ne s'étend pas. En fait, dans un certain sens, il se contracte en termes du nombre de galaxies qu'il contient. Chaque seconde, des galaxies franchissent cette ligne. Hier, nous aurions pu envoyer un message vers une galaxie particulière avec une chance qu'il arrive dans quelques billions d'années. Aujourd'hui, cette même galaxie pourrait être au-delà de notre portée. L'opportunité est perdue, pour toujours, sans que nous ayons même su qu'elle existait. Si une civilisation extraterrestre existe dans l'une de ces galaxies limites, nous sommes dans une course contre la cosmologie elle-même. Soit nous détectons leur signal maintenant, pendant que leurs transmissions passées peuvent encore nous atteindre, soit nous les perdons pour toujours. Il n'y a pas de deuxième chance, pas de peut-être dans le futur. L'expansion efface les possibilités de manière irréversible. Cette urgence cosmique ne correspond pas du tout aux échelles de temps humaines. Les civilisations montent et tombent en quelques millénaires. Les espèces évoluent et s'éteignent en quelques millions d'années. Mais l'expansion cosmologique opère sur des échelles de milliards d'années. Pour toute civilisation individuelle, le rétrécissement de l'horizon observable est imperceptible. Pourtant, il est inexorable. L'humanité elle-même n'existe que depuis environ 300 000 ans en tant qu'espèce. La civilisation depuis peut-être 10 000 ans. La science moderne depuis quelques siècles. Nous sommes infinitésimalement jeunes selon les standards cosmiques. Et nous faisons déjà face à la réalité que la majorité de l'univers est inaccessible. Qu'est-ce que cela signifie pour notre futur à long terme ? Si l'humanité ou ses descendants survivent pendant des millions, des milliards d'années, ils témoigneront du lent effacement du cosmos observable. Génération après génération, les galaxies lointaines deviendront plus faibles, plus rouges, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Les registres astronomiques deviendront des artefacts historiques précieux, préservant les connaissances d'un univers qui n'est plus observable. Peut-être que les civilisations très avancées comprennent cela. Peut-être qu'elles cataloguent méthodiquement l'univers observable pendant qu'elles le peuvent encore, créant des archives qui survivront aux galaxies elles-mêmes. Des bibliothèques de données contenant des images, des mesures, des observations de billions d'objets cosmiques. Un enregistrement permanent d'un univers qui finira par disparaître de la vue. Ou peut-être que certaines civilisations tentent quelque chose de plus ambitieux. Peut-être qu'elles envoient des sondes vers les galaxies encore accessibles. Des vaisseaux autonomes programmés pour voyager pendant des billions d'années. Ces sondes ne pourraient jamais retourner ou même transmettre des informations vers leur origine, car la galaxie d'origine aurait dépassé l'horizon avant que le signal ne revienne. Ah, mais elles pourraient servir de témoins.
des observateurs portant la conscience et la curiosité de leurs créateurs dans des régions qui autrement resteraient à jamais inexplorées. Ces sondes seraient là, les ultimes bouteilles à la mer cosmique, lancées dans l'espoir que peut-être, quelque part, elles rencontreront quelque chose ou quelqu'un. Ou peut-être simplement pour le principe de la chose, pour refuser d'accepter les limites imposées par la cosmologie, pour atteindre au-delà de l'horizon même, sachant que la connexion sera coupée. L'humanité n'a pas encore cette capacité. Nos sondes les plus lointaines, Voyager 1 et Voyager 2, lancées en 1977, ont parcouru seulement environ 22 milliards de kilomètres. C'est approximativement 0,2% d'une année-lumière. Elles voyagent à environ 17 km par seconde. À cette vitesse, atteindre la galaxie la plus proche, Andromède, prendrait environ 44 milliards d'années. L'univers n'a que 13 milliards 800 millions d'années. Nous devons devenir beaucoup plus rapides. Mais même si nous atteignons une fraction significative de la vitesse de la lumière, disons 10%, le voyage vers les galaxies au-delà de quelques dizaines de millions d'années-lumière prendrait plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Et les galaxies vraiment lointaines, celles au-delà de notre horizon futur, sont complètement hors de question. Donc nous sommes coincés, confinés dans notre coin du cosmos. Nous pouvons observer, mesurer, théoriser, mais nous ne pouvons pas explorer au-delà d'une distance ridiculement petite par rapport à l'univers observable. Notre descendance pourrait éventuellement explorer le groupe local, quelques dizaines de galaxies. Mais les millions et milliards au-delà resteront pour toujours des images sur nos télescopes, des photographies d'endroits où nous ne pourrons jamais aller. Cette limitation impose une contrainte fondamentale sur l'ambition cosmique de toute civilisation. Peu importe à quel point nous devenons avancés, nous ne pouvons pas dépasser la vitesse de la lumière selon notre compréhension actuelle de la physique. Et même à la vitesse de la lumière, l'expansion nous bat vers la plupart des destinations. Certains physiciens spéculent sur des échappatoires, les trous de verre, des tunnels hypothétiques à travers l'espace-temps, pourraient nous permettre des raccourcis. La propulsion alcubière, une solution spéculative des équations d'Einstein, pourrait permettre un voyage plus rapide que la lumière effective en contractant l'espace devant un vaisseau et en l'étendant derrière. Mais ces concepts nécessitent de l'énergie négative ou de la matière exotique qui pourrait ne pas exister. Ils restent fermement dans le domaine de la spéculation théorique. Et même si de telles technologies étaient possibles, elles ne changeraient pas la réalité fondamentale. L'horizon cosmologique n'est pas seulement une limite de vitesse, c'est une limite causale. Aucune information, aucune influence ne peut le franchir. Peu importe comment tu plies l'espace-temps localement, tu ne peux pas te connecter à des régions qui sont causalement déconnectées. C'est comme essayer de voyager vers un endroit qui n'existe pas dans ton futur lumineux. Ce n'est pas seulement technologiquement impossible, c'est logiquement impossible. Alors nous devons faire face à une vérité inconfortable. Nous sommes cosmiquement insignifiants. Non seulement en taille, ce que nous avons toujours su, mais en portée. L'univers contient des structures, des événements, peut-être même d'autres consciences, que nous ne rencontrerons jamais. La réalité s'étend infiniment au-delà de notre bulle accessible. Et cette bulle se contracte. Comment devrions-nous réagir émotionnellement et philosophiquement à cette connaissance ? Certains pourraient trouver cela déprimant. Toute notre civilisation, toutes nos réalisations, toutes nos luttes et nos triomphes se produisent dans un volume d'espace-temps qui est une fraction infinitésimale du tout. Et cette fraction diminue. Nous sommes vraiment seuls, d'une manière que les générations précédentes ne pouvaient même pas imaginer. Mais peut-être y a-t-il une autre perspective ? Peut-être que cette limitation rend notre existence plus précieuse, pas moins. Nous habitons un moment cosmique unique, une fenêtre brève où l'univers révèle encore son histoire. Notre capacité à comprendre la cosmologie, à tracer l'histoire depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, est un privilège temporaire. Un cadeau que l'univers nous offre avant de refermer progressivement le livre. Et dans notre coin limité du cosmos, nous avons une responsabilité. Préserver la connaissance et comprendre autant que nous le pouvons pendant que nous le pouvons encore. Créer
créer de la beauté, du sens, de la compréhension. Parce que dans quelques billions d'années, les êtres qui pourraient exister n'auront pas cette opportunité. Nous sommes peut-être les témoins cosmiques, les observateurs qui documentent un univers qui ne sera jamais à nouveau observable de cette manière. Cette pensée transforme notre insignifiance en signification. Oui, nous sommes petits, oui, nous sommes limités, mais nous sommes aussi uniques dans le temps cosmique. Notre époque est spéciale, notre compréhension est privilégiée. Et si nous disparaissons, si l'humanité s'éteint avant d'avoir pleinement documenté l'univers observable, cette connaissance pourrait être perdue pour toujours. Les civilisations futures, si elles émergent dans notre groupe local, pourraient ne jamais savoir ce que nous savions. Elles pourraient redécouvrir la physique, les mathématiques, peut-être même une forme de cosmologie. Mais sans accès aux preuves observationnelles que nous avons maintenant, leur compréhension sera nécessairement incomplète. Cela donne à notre quête scientifique une urgence cosmique. Nous ne cherchons pas seulement à satisfaire notre curiosité. Nous documentons un univers éphémère. Nous sommes les archivistes de la réalité elle-même, enregistrant ce qui peut être connu avant que l'expansion ne l'efface. L'univers lui-même se dirige vers un futur sombre. Les modèles cosmologiques actuels prédisent que l'expansion continuera d'accélérer indéfiniment. Dans 100 billions d'années, la formation d'étoiles cessera, le gaz disponible étant épuisé. Les étoiles existantes brûleront leur carburant et mourront. Les naines rouges, les étoiles les plus économes en énergie, brilleront pendant des billions d'années, mais finalement, elles aussi s'éteindront. Dans 1000 billions d'années, presque toutes les étoiles seront mortes. L'univers sera peuplé de restes stellaires, naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs. Ces objets émettront un rayonnement thermique minimal, refroidissant lentement vers le zéro absolu. Les naines blanches deviendront des naines noires, des sphères cristallines froides de carbone et d'oxygène, invisibles dans l'obscurité. Les trous noirs domineront finalement. Par un processus quantique appelé rayonnement de Hawking, même les trous noirs s'évaporent éventuellement. Mais ce processus est extraordinairement lent. Un trou noir de masse solaire prendrait 10 puissance 67 ans pour s'évaporer complètement. Les trous noirs supermassifs, contenant des millions ou milliards de masses solaires, prendront 10 puissance 100 ans ou plus. 10 puissance 100 ans. C'est un suivi de 100 zéros. Un nombre si vaste qu'il défie la compréhension humaine. L'âge actuel de l'univers, 13 milliards 800 millions d'années, s'écrit approximativement 10 puissance 10 ans. L'ère des trous noirs durera 10 puissance 90 fois, plus longtemps que toute l'histoire cosmique jusqu'à maintenant. Et après l'évaporation du dernier trou noir, il ne restera que le rayonnement diffus et les particules dispersées. L'univers atteindra un état d'entropie maximale, la mort thermique. Aucune structure organisée ne pourra se maintenir. Aucune énergie utilisable ne restera. Le cosmos deviendra une soupe uniforme de photons de basse énergie et de particules élémentaires dispersées dans un volume en expansion infinie approchant le zéro absolu. C'est le destin ultime prédit par notre meilleure cosmologie actuelle, un futur froid, sombre, vide. Toute la complexité, toute la structure, toute la vie qui a jamais existé sera effacée. L'univers oubliera qu'il a un jour contenu des galaxies, des étoiles, des planètes, peut-être même des consciences contemplant leur propre existence. Et pourtant, en ce moment, l'univers est vivant. Il contient de la structure, de l'énergie, de la complexité. Il contient nous. Des êtres capables de comprendre tout cela, de mesurer l'immensité cosmique, de contempler notre propre insignifiance et notre privilège temporel simultanément. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que savoir que nous existons pendant ce bref intervalle cosmique, que nous pouvons penser et ressentir et comprendre, est une sorte de victoire contre l'entropie inévitable. Nous sommes des poches temporaires d'ordre dans un univers se dirigeant vers le désordre. Notre existence elle-même est un défi aux tendances cosmologiques, mais le mystère demeure. Pourquoi existons-nous du tout ? Pourquoi l'univers a-t-il produit la complexité, la vie, la conscience, si tout cela est destiné à disparaître ? Y a-t-il un but, un sens, ou sommes-nous simplement des accidents statistiques dans un cosmos indifférent ? Ces questions n'ont pas de réponse scientifique.
La science décrit comment, pas pourquoi. Elle mesure, prédit, explique les mécanismes. Mais elle ne peut pas nous dire si notre existence a une signification cosmique. C'est une question pour la philosophie, la poésie, peut-être la spiritualité personnelle. Tous les fils que nous avons suivis convergent maintenant vers une vérité unique et troublante. L'univers n'est pas simplement vaste, il n'est pas simplement ancien. Il est fondamentalement fragmenté d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. L'expansion accélérée ne fait pas qu'éloigner les galaxies. Elle découpe la réalité elle-même en domaines causaux qui ne pourront jamais interagir. Elle transforme l'infinité spatiale en solitude structurelle. Nous avons vu comment les galaxies au-delà de notre horizon s'éloignent plus vite que la lumière, rendues inaccessibles non par distance, mais par la géométrie même de l'espace-temps en expansion. Nous avons exploré les phénomènes physiques, les structures à grande échelle qui s'étendent sur des milliards d'années-lumière, dont certaines déjà perdues au-delà de notre portée causale. Nous avons contemplé les processus violents, les explosions et collisions qui libèrent des énergies incompréhensibles, dont la majorité se déroule dans des régions que nous ne pourrons jamais observer directement. Et nous avons confronté les implications existentielles, la solitude cosmique imposée par la structure même de l'espace-temps. Maintenant, dans ce moment final, il faut assembler ces pièces en une compréhension cohérente de ce que cela signifie réellement pour nous, pour notre civilisation, pour la vie elle-même dans un univers en expansion accélérée. L'astronome américain Carl Sagan a dit que nous sommes une façon pour le cosmos de se connaître lui-même. Cette phrase poétique capture quelque chose de profond. La conscience, où qu'elle émerge dans l'univers, représente une propriété émergente extraordinaire. Des particules subatomiques s'organisent en atomes. Les atomes s'organisent en molécules, les molécules en cellules, les cellules en organismes. Les organismes développent des systèmes nerveux. Les systèmes nerveux produisent la conscience, et la conscience commence à poser des questions sur sa propre origine et sa place dans le cosmos. Ce processus a pris des milliards d'années sur Terre. 4 milliards 600 millions d'années depuis la formation de notre planète. 3 milliards 800 millions d'années depuis l'apparition de la vie. Seulement quelques centaines de milliers d'années depuis l'émergence de l'Homo sapiens. Un instant cosmique. Et pendant cet instant, nous avons développé la capacité non seulement de nous demander d'où nous venons, mais de répondre à cette question avec une précision scientifique remarquable. Nous savons que nous sommes faits d'éléments forgés dans les cœurs des étoiles. Nous savons que notre système solaire s'est formé à partir d'un nuage de gaz et de poussière enrichi par des générations précédentes de supernovas. Nous savons que notre galaxie est l'une des billions dans l'univers observable. Nous savons que l'univers lui-même a commencé il y a 13 milliards 800 millions d'années dans un état de densité et de température extrême. Nous pouvons retracer l'histoire cosmique depuis les premières fractions de seconde jusqu'à maintenant. Cette connaissance est un accomplissement stupéfiant. Des créatures émergeant sur une planète rocheuse ordinaire, orbitant une étoile ordinaire dans une galaxie ordinaire, ont déchiffré les mécanismes fondamentaux du cosmos. Nous avons découvert les lois de la physique qui gouvernent tout, des quarks aux amas de galaxies. Nous avons mesuré l'âge de l'univers, sa composition, son taux d'expansion. Nous avons regardé en arrière dans le temps, jusqu'au premier moment de la création. Mais cette même connaissance révèle nos limitations. Elle nous montre que malgré notre compréhension, malgré notre capacité à mesurer et à prédire, que nous restons prisonniers dans un volume d'espace-temps défini par des horizons que nous ne pouvons pas franchir. L'expansion nous a donné un univers à observer, mais elle nous refuse l'accès à la plupart de ce que nous observons. Il y a quelque chose de profondément tragique dans cette situation. Nous sommes comme des explorateurs, nés dans une bibliothèque dont les livres brûlent plus vite que nous ne pouvons les lire. Chaque observation que nous faisons est un sauvetage, une préservation de connaissances sur un univers qui disparaît de l'observabilité. Chaque mesure de distance galactique, chaque spectroscopie de galaxies lointaines, chaque image de l'univers profond documente quelque chose qui finira par s'effacer. Les missions astronomiques prennent une signification différente dans ce contexte. Le télescope spatial James Webb, qui est lancé en décembre 2021, observe l'univers dans l'infrarouge avec une sensibilité sans précédent.
Il capture la lumière de galaxies formées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Il analyse les atmosphères d'exoplanètes distantes. Il étudie la formation stellaire dans des régions obscurcies par la poussière. Chaque observation ajoute à notre archive du cosmos observable. Mais JWST ne fonctionnera que pendant une décennie ou deux. Ses successeurs continueront le travail. Génération après génération de télescopes, chacun plus puissant que le précédent, sondant toujours plus profondément dans l'espace et le temps. Cette quête n'est pas seulement scientifique, elle est archivistique. Nous cataloguons un univers qui ne sera jamais à nouveau observable de cette manière. Et si l'humanité s'éteint? Si une catastrophe naturelle ou auto-infligée efface notre civilisation avant que nous ayons complété ce catalogue, les archives que nous avons créées disparaîtront. Les observations painstakingly collectées pendant des siècles seront perdues. Une civilisation future, si elle émerge sur Terre ou ailleurs dans le groupe local, devra recommencer. Mais elle ne pourra pas reproduire nos observations des galaxies les plus lointaines, car ces galaxies auront disparu au-delà de l'horizon entre-temps. Chaque génération qui passe sans documenter complètement l'univers observable est une opportunité perdue qui ne reviendra jamais. C'est une responsabilité étrange et solennelle. Nous n'avons pas choisi d'exister pendant cette fenêtre cosmique, mais nous y sommes. Et avec cette position vient une obligation implicite envers les futurs observateurs, qu'ils soient nos descendants ou des consciences complètement différentes. Préserver la connaissance devient un impératif cosmologique. Les bibliothèques, les bases de données, les archives astronomiques ne sont pas seulement des ressources pour la recherche actuelle. Elles sont des capsules temporelles destinées à un futur lointain. Elles contiennent des informations qui deviendront littéralement irremplaçables à mesure que l'expansion efface les sources originales. Certains scientifiques ont proposé des projets de préservation à très long terme. L'arxive de la Rosette, par exemple, encode des informations dans des structures physiquement durables conçues pour durer des millions d'années. Des disques de saphir, du verre fondu avec des nanostructures, des données encodées dans l'ADN synthétique. Ces technologies visent à préserver la connaissance humaine contre l'effondrement civilisationnel ou même l'extinction. Peut-être devrions-nous créer des archives cosmologiques similaires. Des enregistrements complets de l'univers observable au début du XXIe siècle, stockés dans des formats conçus pour durer des milliards d'années. Des cartes de toutes les galaxies détectables, des mesures de toutes les distances cosmologiques, des images de toutes les structures à grande échelle. Un instantané complet d'un cosmos qui change fondamentalement à mesure que l'expansion progresse. Ces archives pourraient être placées dans des endroits stables. La Lune, géologiquement morte, sans atmosphère pour éroder les structures. Des orbites stables autour du Soleil, peut-être même envoyées vers d'autres étoiles du groupe local, assurant que plusieurs emplacements préservent la connaissance. Un tel projet représenterait une forme d'humilité cosmique. Reconnaître que notre civilisation pourrait ne pas durer éternellement, mais que notre connaissance pourrait. Que nous sommes les gardiens temporaires de vérités qui transcendent notre existence individuelle ou même notre existence en tant qu'espèce. Que l'univers mérite d'être connu, documenté, préservé, même si aucun être humain actuel ne sera là pour voir les archives utilisées. Cette perspective transforme notre relation avec le cosmos. Nous ne sommes plus seulement des observateurs. Nous sommes des participants dans une histoire plus grande. L'histoire d'un univers qui, pendant un bref intervalle, produit des structures complexes, capables de se comprendre elles-mêmes. Cette histoire commence avec le Big Bang et se termine avec la mort thermique. Entre ces deux points, il y a nous, et d'innombrables autres possibilités de conscience dispersées à travers l'espace et le temps. Peut-être que quelque part au-delà de notre horizon, une autre civilisation confronte exactement les mêmes réalisations. Elle observe son propre univers observable rétrécir. Elle contemple sa propre insignificance et son privilège temporel. Elle se demande s'il y a d'autres comme elle, isolés dans leur propre bulle causale. Elle crée peut-être ses propres archives, préservant sa propre connaissance d'un cosmos qu'elle ne reverra jamais. Nous ne nous rencontrerons jamais. Aucun signal ne traversera le gouffre entre nous. Aucune connaissance ne sera échangée. Mais dans un sens profond, nous partageons quelque chose. Nous partageons la condition de conscience dans un univers en expansion.
Nous partageons la capacité de comprendre notre situation cosmique. Nous partageons peut-être même une résolution similaire de documenter, de préserver, de témoigner pendant que c'est encore possible. Cette solidarité abstraite avec des êtres que nous ne rencontrerons jamais offre un réconfort étrange. Nous ne sommes peut-être pas aussi seuls que la géométrie de l'espace-temps le suggère. Pas physiquement connectés, mais conceptuellement liés. Toute intelligence suffisamment avancée dans n'importe quelle partie de l'univers devrait finalement découvrir les mêmes vérités cosmologiques, l'expansion, les horizons, l'inaccessibilité, la fenêtre temporelle de l'observabilité. Et peut-être que toutes ces intelligences ressentent le même mélange d'émerveillement et de mélancolie. Émerveillement devant la beauté et la complexité du cosmos. Mélancolie face à son inaccessibilité fondamentale. C'est peut-être une expérience universelle de la conscience dans un univers de ce type. La joie de la compréhension, tempérée par la douleur de la limitation. Les philosophes ont longtemps débattu de la question du sens. La vie a-t-elle un but? L'univers a-t-il une raison d'être? Ces questions deviennent encore plus pressantes face à la cosmologie moderne. Si tout finira dans la mort thermique, si toute structure sera éventuellement effacée, si même les trous noirs finiront par s'évaporer dans le vide, alors quel sens y a-t-il à quoi que ce soit? Une réponse possible est que le sens n'est pas quelque chose que nous trouvons, et c'est quelque chose que nous créons. L'univers lui-même n'a peut-être aucun but. Il existe simplement, suivant les lois de la physique depuis le Big Bang jusqu'à la mort thermique. Mais à l'intérieur de cet univers indifférent, des poches de conscience émergent temporairement. Et ces consciences créent du sens par leur existence même. Nous donnons du sens à nos vies à travers nos relations, nos créations, nos expériences. Un coucher de soleil n'a aucun sens inhérent. C'est juste de la lumière diffusée par l'atmosphère. Mais pour nous, cela peut être beau, émouvant, significatif. Une symphonie n'est que des vibrations d'air, mais elle peut nous transporter émotionnellement. L'amour n'est que des processus chimiques dans le cerveau, mais il se ressent comme la chose la plus réelle et la plus importante de notre existence. De même, notre compréhension du cosmos n'a peut-être aucune signification cosmique. L'univers ne se soucie pas que nous le comprenions. Mais pour nous, cette compréhension est profondément significative. Elle nous connecte à quelque chose de plus grand que nos vies individuelles. Elle nous donne une perspective qui transcende nos préoccupations quotidiennes. Elle nous permet de voir notre place dans une histoire de 13 milliards 800 millions d'années. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que créer du sens dans un univers sans but est l'acte ultime de défi. Nous sommes des arrangements temporaires d'atomes qui ont développé la capacité de contempler notre propre temporalité. Nous savons que nous mourrons. Nous savons que notre civilisation finira. Nous savons que même les galaxies finiront par s'éteindre. Et pourtant, nous créons de l'art, de la musique, de la science, de l'amour. Nous donnons du sens à l'existence malgré son absurdité fondamentale. Albert Camus a écrit sur le mythe de Sisyphe, condamné à rouler éternellement un rocher en haut d'une montagne seulement pour le voir retomber. Camus suggère que nous devons imaginer Sisyphe heureux. Malgré l'absurdité de sa tâche, il peut trouver du sens dans l'acte lui-même, dans l'effort, dans le refus d'abandonner. Nous sommes peut-être dans une situation similaire. Nous cataloguons un univers qui disparaît. Nous créons de la connaissance qui sera finalement perdue. Nous construisons des civilisations qui s'effondreront. Nous aimons des personnes qui mourront. Tout est temporaire. Tout finira. Et pourtant, nous continuons. Nous devons imaginer l'humanité heureuse. Ah, il y a une beauté étrange dans la fragilité. Une fleur est belle, en partie parce qu'elle est éphémère. Si elle durait éternellement, serait-elle aussi précieuse? Notre existence est précieuse précisément parce qu'elle est temporaire. Notre fenêtre d'observation cosmique est spéciale précisément parce qu'elle se fermera. La connaissance que nous préservons est importante précisément parce qu'elle sera irremplaçable. Les galaxies qui s'éloignent au-delà de notre horizon ne disparaissent pas vraiment. Elles continuent d'exister, quelque part, dans une région causalement déconnectée de nous. Leurs étoiles continuent de briller. Leurs planètes continuent d'orbiter. Peut-être que la vie continue d'évoluer sur certaines d'entre elles.
Peut-être que des civilisations se posent les mêmes questions que nous. Tout cela continue, est invisible et inaccessible. C'est à la fois triste et réconfortant. Triste parce que nous ne le connaîtrons jamais. Réconfortant parce que l'existence continue au-delà de nos limitations. L'univers est plus grand que notre bulle causale. La réalité s'étend au-delà de ce que nous pouvons observer. Il y a quelque chose d'humiliant et de libérateur là-dedans. Humiliant parce que nous ne sommes qu'une infime partie d'un tout beaucoup plus grand. Libérateur parce que notre ignorance n'annule pas l'existence de ce que nous ne pouvons pas connaître. Dans les nuits claires, loin des lumières de la ville, on peut encore voir la Voie lactée s'étendre à travers le ciel. Cette bande laiteuse est notre vue de l'intérieur de notre propre galaxie, regardant à travers le disque d'étoiles. Chaque point de lumière représente un soleil. Alors, chacun pourrait avoir des planètes. Certaines de ces planètes pourraient héberger la vie. Peut-être même une vie intelligente se demandant si elle est seule. Et au-delà de notre galaxie, invisible à l'œil nu, mais capturable par les télescopes, se trouvent des billions d'autres galaxies. Chacune un univers-île contenant des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile, une possibilité. Chaque planète, une expérience. Chaque forme de vie, une histoire. La diversité et la complexité défient l'imagination. Mais la plupart de tout cela est déjà perdu pour nous. Pas détruit, pas disparu, simplement au-delà. Derrière un horizon que nous ne franchirons jamais. Et chaque seconde, ce horizon avance, revendiquant plus de galaxies, plus d'étoiles, plus de possibilités. Un jour, dans un futur si lointain qu'il défie la compréhension, la dernière étoile brûlera son dernier atome d'hydrogène. L'univers plongera dans une obscurité permanente. Mais même cette fin est si éloignée que nous ne pouvons pas vraiment la conceptualiser. Pour l'instant, maintenant, en ce moment précis, l'univers est vivant. Il contient de la lumière, de l'énergie, de la structure, de la complexité. Il contient nous. Peut-être que c'est le message final. Non pas que nous sommes insignifiants, non pas que tout est futile, mais que nous existons. Contre toute probabilité, malgré l'immensité du cosmos et le temps profond, nous sommes ici, conscients, capables de contempler notre propre existence et la nature de la réalité elle-même. Les galaxies inaccessibles nous rappellent nos limites, mais notre capacité même à comprendre ces limites témoigne de notre extraordinaire capacité intellectuelle. Nous avons mesuré l'univers, nous avons déchiffré son histoire, nous avons prédit son futur, nous avons identifié les horizons que nous ne pouvons pas franchir. Et dans cette compréhension, nous transcendons en quelque sorte notre petitesse physique. Alors que l'obscurité du sommeil approche, que ta conscience dérive entre veille et repos, emporte avec toi cette pensée. Quelque part, au-delà de l'horizon cosmologique, dans une galaxie que tu ne verras jamais, orbitant une étoile dont la lumière ne t'atteindra jamais, il pourrait y avoir un autre être regardant son propre ciel nocturne, se posant les mêmes questions, ressentant le même émerveillement, confrontant la même solitude cosmique. Vous ne vous rencontrerez jamais, mais vous partagez ce moment. Vous partagez la capacité de vous émerveiller, vous partagez l'univers, que même si vous êtes séparés par des distances infranchissables. Et peut-être, juste peut-être, c'est suffisant. L'univers continue de s'étendre. Les galaxies continuent de s'éloigner. Les horizons continuent d'avancer. Mais pour l'instant, en ce moment précis, tu es ici pour le témoigner, pour le comprendre, pour en faire partie. Dors maintenant avec les étoiles encore visibles dans le ciel. Demain, elles seront un tout petit peu plus lointaines, mais elles brilleront encore. Et toi aussi.